Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour à tous. Je vous invite à prendre place. On va pas tarder à commencer. Et bienvenue à tous chez Whiskel. Du coup, on va commencer la matinée donc, du coup, sur le sujet de GitOps. Et on va commencer avec Pablo Lopez, qui est CTO chez Whiskel et qui va nous parler du coup de GitOps dans les règles de l'art. Pablo, je te laisse la main. Bonjour à tous, merci d'avoir fait le déplacement malgré la pluie, les grèves, l'hiver, tout ça. Mon but dans cette présentation, c'est de préparer au mieux le terrain pour Alexis Orgic-Chotard, qui va parler d'un Rex qu'ils ont chez Payfit depuis 18 mois, donc GitOps. Il y a beaucoup de théories, vous aurez beaucoup d'articles sur le web. Je vais en reprendre une partie, mais on va aussi essayer de vous dire tout ce que les SRE bien intentionnés qui rêvent de faire du GitOps chez vous ne vous diront pas. On commence par de la théorie. GitOps, c'est un principe qui est super récent. Qui n'en a jamais entendu parler ici? Ça va, on est bien. En fait, ça émerge en 2017 et puis ça prend son envol au fur et à mesure, plutôt dans les années Covid 2019-2020, surtout grâce au développement et à l'adoption des grands clouds et le développement d'outils par la Cloud Native Foundation, on y reviendra, parce que finalement la montée de GitOps, elle est très liée à la montée de Kubernetes, à l'adoption de Kubernetes, et on verra pourquoi. Alors, la question qui vient directement, c'est c'est encore un -ops, GitOps, DevSecOps, est-ce que c'est la même chose? Ce qui est assez intéressant quand on tire un parallèle entre DevOps et GitOps, les deux peuvent vivre parfaitement l'un sans l'autre, on va dire qu'ils vont bien ensemble, mais ce qui est assez marrant, c'est que DevOps va prôner un changement culturel, va prôner une plus forte collaboration, va prôner des échanges plus transparents, et puis finalement les outils vont être annexes. L'automatisation n'est qu'une partie de Calms et donc n'est qu'une partie de DevOps. GitOps, à l'inverse, va prôner des outils et des méthodes qui vont avoir, on le verra, des impacts majeurs sur l'organisation, non seulement des devs et des ops, mais aussi sur quasiment la totalité de l'organisation à travers le SI. Alors, les grands principes. Le premier, c'est en fait, on va avoir dans Git, donc dans un gestionnaire de sources, un état désiré de mon infrastructure au sens large, c'est-à-dire infrastructure, code et déploiement. Donc, dans Git, je vais retrouver un état versionné de tout ça. Donc, je suis capable, dans un gestionnaire de sources, à un moment donné, de connaître par un audit simple l'état de mon infrastructure, ce qui est un changement majeur. Le système, donc l'ensemble de ça, va être décrit d'une manière déclarative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout peut se retrouver dans un fichier. Normal, on est dans Git. Donc je vais avoir dans un fichier un état souhaité. Donc je vais avoir des grammaires, des syntaxes qui me permettent de décrire l'intégralité de ma stack applicative, infrastructure comprise. Et ça, c'est un vrai changement. Si on veut avoir tout ça qui marche de manière à peu près fluide et stable, un changement, je vais pouvoir le déployer de manière automatique. L'un des principes de Git, pourquoi son adoption a été assez forte, c'est qu'en fait, on va beaucoup travailler avec des systèmes de pull request, des systèmes de merge request, donc avoir des flux d'approval entre différents développeurs, entre différents niveaux, entre différents métiers. Mais si à la fin de ma merge request, j'ai un opérateur qui doit venir prendre le code, le déployer, finalement j'ai un peu tout perdu. Donc un changement qui est versionné dans Git peut être déployé sur mon infrastructure. Je n'ai pas dit doit être déployé, mais il peut l'être. Et puis surtout, une partie qu'on oublie trop facilement et qui du coup fait qu'on a un peu un gloubi-boulga entre GitOps, le déploiement continu, ce genre de choses, c'est qu'en fait, dans GitOps, on a des agents qui surveillent l'infrastructure et qui sont capables de détecter les divergences entre l'état désiré, celui que j'ai dans Git,
et l'état réel. Donc je vais avoir une notion d'observabilité sur ma plateforme qui fait que chaque changement sera en principe corrigé. Donc la source de vérité unique reste dans Git. Et surtout, ce qu'on ne trouvera jamais, mais qui, moi, me paraît un changement majeur, et Alexis en parlera très bien, c'est qu'en fait, on va appliquer des principes de dev à la production de code software, bien sûr, ça c'est la base, mais aussi à l'infrastructure et au déploiement. Tout à l'heure, je parlais de PR, mais de pull request, de merge request. Ça, on amène ces principes-là sur de l'infra as code, sur du déploiement, et ça, c'est plutôt rare et novateur. Et c'est là qu'on va trouver vraiment une nouvelle valeur, c'est que Git, jusqu'à il y a peu de temps, c'était un outil de développeur. Là, ça devient l'outil central de tout le SI. Alors, on parle de GitOps. Le gros troll, c'est en fait, on parle de Git, mais ça pourrait être n'importe quel repository de source. Donc la grosse blague, c'est SVN Ops, CVS Ops, bref. On peut beaucoup rigoler avec ça. Le pivot, c'est vraiment d'avoir un gestionnaire de sources. Si vous voulez tenter de faire du GitOps avec SVN, c'est possible. Ma vérité doit être versionnée dans un gestionnaire de sources. Bien sûr, il y a de moins en moins d'entreprises qui ont du SVN et ainsi de suite, parce que là, toute la notion de pull request, de flow d'approbation, dans SVN, ça a du mal à rentrer quand même. Mais il n'y a rien qui m'en empêche. Alors je vais casser un peu directement des rêves, tout ça. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander est-ce que vous avez toutes ces pratiques dans vos entreprises, mais en tout cas, vous n'aurez pas GitOps si vous n'êtes pas prêt à avoir une source de vérité unique. Source de vérité unique, ça veut dire que même si mes procédures qui me permettent de me connecter sur le cluster de prod pour corriger un drift sont hyper bien documentées et que derrière j'ai un Jira qui trace, c'est fini. C'est pas possible. La source de vérité est unique et c'est votre répertoire Git. C'est vos différents fichiers Git. Bien sûr, il n'y a pas de GitOps sans intégration continue. C'est la première brique. Je fais l'intégration de continu de mon code. J'ai des boucles de feedback rapide pour mes développeurs. Je suis capable de packager mes applications. Ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur celui-là. Il n'y aura pas ou peu de GitOps sans infrastructure as code. On disait il faut être capable de décrire son SI de manière déclarative. Décrire de manière déclarative, c'est faire de l'infra as code. Donc ça veut dire que tous mes serveurs, tous mes services que je vais consommer, toutes mes politiques, tous mes utilisateurs, je vais pouvoir les écrire sous forme de code. On verra quelques outils, mais je pense que je ne vous apprends rien. C'est difficile de faire du GitOps sans du déploiement continu. De dire, j'ai une chaîne qui me permet de prendre des packages, d'appliquer des descripteurs de déploiement et les pousser dans différents environnements. On va essayer de ne pas mixer déploiement continu et déploiement automatique, sinon on va avoir des QA et des business owners qui vont se mettre en PLS directement et pleurer, mais on n'est pas obligé de tout pousser en prod. Néanmoins, il faut avoir la capacité de le faire. Et puis deux points qui sont moins présents dans la littérature, mais qui sont capitaux, c'est l'observabilité. Mon système doit être dans un état observable, sinon je ne peux pas avoir un agent qui corrige des différences entre mon état souhaité et mon état réel. Et puis, c'est beaucoup plus facile d'adopter GitOps quand on a une séparation très nette entre les phases de build. Donc je construis, je package mon application, je la release, je la mets à disposition pour tout le monde et je la déploie. En ayant ces phases bien nettes, bien séparées, on va pouvoir avoir des étapes dans GitOps qui vont permettre d'être identifiées et différents passages d'état qui sont beaucoup plus clairs. La phase où finalement on fait tout en même temps, c'est un peu compliqué. Alors pourquoi on voudrait faire du GitOps? Parce que c'est bien beau d'en parler, mais tout le monde s'y met, mais pourquoi? La première, une des premières choses que je mets en avant en tant que dev, et on verra que Alexis ne met pas tout à fait les mêmes en tant que SRE, donc c'est assez intéressant, c'est complémentaire. C'est qu'en fait, on a des boucles de feedback très courtes, comme dans l'intégration continue, mais là, on va jusqu'au déploiement. Donc je vais pouvoir popper éventuellement des environnements à la demande,
et voir le résultat de ce que je suis en train de faire dans un environnement intégré. Donc plus large que juste ma petite application. Et donc, en théorie, pour un développeur, je vais avoir une meilleure productivité puisque je ne vais pas attendre une intégration au bout de un sprint, 2 sprints, 3 sprints, 4 sprints pour avoir mon résultat. Je peux éventuellement lancer mon environnement éphémère et puis tester directement mon code. Je vais avoir une expérience développeur un peu optimisée, un peu comme pour le pass. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé des Heroku, ce genre de choses. C'était magique. On poussait notre code, il était déployé automatiquement. Là, la promesse de GitOps, c'est un peu pareil. C'est je pousse mon code, et puis il va y avoir une usine qui va le packager, il va y avoir des chaînes qui vont le déployer. Donc je vais être dans un mode où je me concentre vraiment sur la valeur métier que j'ajoute et pas sur la tuyauterie. Des choses qui vont intéresser plus le côté RSSI Ops, on va avoir une auditabilité, pourquoi j'ai mis ce mot-là, de facto. C'est-à-dire qu'on va tout versionner, on va tout nommer, on va pouvoir avoir dans Git un certain nombre de commentaires qui expliquent l'histoire de mon software, l'histoire de ma plateforme. Bon, on a des déploiements reproductibles, tout est automatisé, je suis capable de venir tirer des paquets, ça c'est assez simple. Par contre, on verra une petite nuance, c'est comme d'habitude, comme on est sur quelque chose qui est automatisé, le rollback, il peut être simple, comme il peut être très complexe quand on va toucher aux données, quand on touche à des schémas de base, quand on touche à ce genre de choses. Les rétrocompatibilités, c'est pas toujours évident. Pardon pour la typo. On est dans une tendance où on va essayer de standardiser les choses, puisque tout est normé. Pour pouvoir être déployé sur la plateforme, il faut suivre un certain nombre de standards. On verra que ça, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Et ça, je laisserai Orgix en parler. Et puis, on a globalement une meilleure sécurité. On a la traçabilité des changements. Si j'ai un cycle d'approval complet, je vais avoir normalement 1 ou 2 personnes qui vont vérifier ma pull request, ma merge request avant de la déployer. Donc j'ai moins de potentialité de faiblesse humaine. Et puis je vais avoir toute cette traçabilité dont je parlais, avec des gens qui vont écrire des changements, des gens qui vont les approuver, et ensuite on va aller les déployer sur la plateforme. Et puis on a aussi de facto une meilleure protection des secrets, parce qu'on va essayer au maximum de faire porter ces secrets par les environnements, dans une approche un peu cloud native, plutôt que par notre repository de source. Puisque mon déploiement doit être reproductible, je vais pouvoir déployer en principe de la même façon l'intégration, la pré-prod, la prod, et donc tout ce qui va être un peu paramétrage, configuration de ces plateformes va normalement être inclus dans la plateforme. C'est en tout cas la solution qui est préconisée et la solution la plus simple quand on veut aller vers du GitOps pur. Justement, parlons un peu de GitOps pur et des différentes formes. 3 schémas hyper simples. Le GitOps en push, c'est quelque chose qui va normalement parler à peu près tout le monde parce qu'on est sur un mode de fonctionnement qui ressemble à de la CI/CD, qui est assez peu disruptif. Donc on voit bien, j'ai ma première phase qui est mon build. Je vais créer mon application, je vais aller la stocker dans un registry d'images, de binaires, ce que vous voulez. Donc j'ai ma première phase de build, ma phase de release. Et puis derrière, je vais déclencher une mise à jour automatique ou approuvée par un humain de mon environnement. Et c'est là où on rentre vraiment dans GitOps et je vais avoir un pipeline de déploiement qui va réagir à cette mise à jour et qui va aller pousser sur mon environnement. Alors ça, c'est la première forme de GitOps. C'est le mauvais GitOps. Pourquoi ? Je vais donner une opinion forte. Il y a le mauvais et le bon GitOps. Celui-là, c'est plutôt le mauvais. Le mauvais, il voit une PR et il la tire. Il la pousse, pardon. Il voit une PR et il la pousse. Pourquoi c'est mauvais, entre guillemets ? C'est qu'en fait, on va donner les clés du camion à notre outil de CI/CD. Notre outil de CI/CD, il va falloir le booster pour qu'il ait accès à tous les environnements. Donc, je vais lui donner tous les credentials pour qu'il puisse créer de l'infrastructure, détruire de l'infrastructure, pousser des paquets, mettre à jour des paquets, bref. On a un Jenkins survitaminé qui connaît tous les secrets
et qui est capable de pousser. Mais surtout, on est, comme on l'a vu, assez peu disruptif. Donc on va rentrer dans la catégorie de ceux qui font du presque GitOps, comme il y en a qui font du presque Safe et du presque Scrum. C'est je prends vaguement ce qui m'intéresse et puis je tords le modèle. Et Jenkins en lui-même n'a, par exemple, Jenkins ou n'importe quel pipeline de CI/CD n'a pas forcément la capacité à aller surveiller ce qui se passe sur la plateforme. Donc je peux toujours avoir mon Ops qui va aller patcher à la main les 10% qui manquent parce que je n'ai pas réussi à faire toute mon automatisation. Et on va rentrer dans des boucles un peu bizarres. La deuxième forme de GitOps, qui est plus pure, j'aime pas dire ça, mais en tout cas qui est plus collé au précepte, c'est un mode pool où en fait on va avoir un troisième intervenant dans l'histoire, qui est un opérateur qui réside sur la plateforme cible, sur une plateforme cible, et qui lui va être capable de surveiller les différents registres, donc les différents Git, et détecter des écarts entre ce qu'il a lui de déployer et ce que l'opérateur souhaiterait avoir. Et c'est lui qui va venir pooler le répertoire. Donc en fait, on n'a plus de Dieu qui a les codes de la plateforme, c'est la plateforme elle-même qui vient se mettre à jour. Donc à l'inverse, forcément, la plateforme a les secrets du répertoire de source et va venir extraire le répertoire de source, parfois même l'écrire pour dire « Ah tiens, j'ai détecté qu'il y avait une nouvelle version de mon conteneur, donc je vais l'écrire dans le déploiement ». Donc on a quand même un petit God mode ici, mais pas aussi puissant que l'autre, à mon sens. Et donc on a une boucle. Et donc celui-là, c'est le bon GitOps, puisqu'il voit une merge request et il la tire. Bref. On a toujours un problème, c'est que finalement, si quelqu'un arrive à s'introduire dans mon répertoire de source, il a quelque part la main sur ma prod, et puis il peut aller déployer ses backdoors. Si on a des workflows Git un peu plus complexes, il faut hacker au moins 2 comptes, parce qu'il faut que j'arrive à hacker celui qui va faire la modification, et puis celui qui va faire l'approval. Après, où est-ce que je mets ma confiance? Est-ce que je la mets plutôt dans Jenkins? Est-ce que je la mets plutôt dans Git? Ça, c'est un peu une notion de choix. En tout cas, ce mode pool va avoir des impacts majeurs et va vous obliger à faire du vrai GitOps. Pour résumer un petit peu, c'est la roue du temps. J'ai un état souhaité d'un côté, j'ai un état observable de l'autre, et puis au final, je vais avoir une boucle de réconciliation qui tourne au fur et à mesure, où mon agent va venir chercher, regarder l'état du système, regarder l'état du repo, et boucler pour qu'on ait un miroir l'un de l'autre. Ça, c'est la super théorie où il y a un seul repo. Et puis après, on arrive dans ah, mais en fait, moi, j'ai une architecture microservice, ça s'y prête super bien. Et là, on se retrouve avec plusieurs repos, plusieurs branches, plusieurs façons de déclencher le bid, plusieurs environnements. Et là, ça devient extrêmement compliqué. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque Alexis en parlera. Mais à chaque commit sur chacun de ces branches, de ces repos, je vais potentiellement avoir des pull requests, potentiellement avoir des merge requests, potentiellement avoir à reviewer ce qui s'est passé. Je vais avoir des flows qui vont être automatiques. Dans certains cas, je vais dire, OK, c'est un merge automatique. Dans certains cas, je vais avoir des déploiements automatiques. Bref, ça va avoir un impact majeur sur votre façon de gérer votre Git. Puisque je peux avoir, mes collègues adorent ça, un gros monorepo où j'ai tout, plein de petits repos dans tous les sens qui vont se déclencher là aussi dans tous les sens et donc finalement remettre une surface d'attaque un peu plus importante. Bref, c'est au deuxième microservice qu'on commence à voir les problèmes. En pratique, ça veut dire quoi? En fait, en pratique, GitOps a été fait pour Cube. Tout simplement parce que Cube est capable d'avoir ce langage descriptif pour les déploiements, pour à peu près tous ces objets. Donc on a un langage descriptif pour tous les objets qui traînent dans Cube. Donc je peux tous les représenter hyper facilement dans Git. Et en plus, Cube a ce qu'on appelle des opérateurs. Donc je vais déployer des agents sur mon cluster Cube
qui eux vont me permettre de faire et l'observabilité, et la réconciliation, et les différentes opérations qui vont me permettre de réconcilier mes deux états. Un petit peu de bingo buzzword pour que vous compreniez au mieux le retour d'expérience qui va vous être fait. La base de tout dans Cube, c'est la ligne de commande magique qui s'appelle kubectl, qui en fait permet de tout faire. Donc une fois que vous avez accès avec les privilèges les plus élevés à cette ligne de commande, vous êtes capable de manipuler votre infrastructure de prod et de lui faire à peu près tout, ajouter des nouvelles applications, en supprimer, les faire scaler, bref. Et donc en fait, l'idée c'est de restreindre l'accès à cette commande, la restreindre au minimum, et donc à mon outil de GitOps, il n'y aura plus que lui, entre guillemets, qui aura accès à cette commande, ce qui me permet de fermer un peu mon cluster et de le protéger. Et du coup, les deux outils dont vous avez forcément entendu parler, si vous avez entendu parler de GitOps, c'est les deux outils qui sont mis en avant par la CNCF, qui sont Argo CD et Flux, qui ont des philosophies un tout petit peu différentes. Flux va se déployer sur tous les clusters, là où Argo CD peut piloter plusieurs clusters. Mais l'idée, c'est la même, c'est qu'ils vont résider au sein de votre cluster Kubernetes et qui vont aller tirer les informations de Git et essayer de réconcilier des fichiers texte et une plateforme dans un état running. Alexis parlera d'Argo. Et puis les petits bonus dans le monde Cube dont on n'a pas besoin mais qui s'avèrent quand même furieusement utiles, et là encore je fais une introduction pour ce qui va venir, c'est ce qu'on appelle des fichiers de templating. En gros, je vais pouvoir décrire un déploiement de manière anonyme, quel que soit son environnement, et avec des outils comme Helm et Customize, on va pouvoir venir hydrater ces fichiers avec des valeurs de configuration et dire en fait, sur mon cluster de pré-prod, j'ai un seul pod, un seul nœud. Par contre, sur mon cluster de prod, j'en ai 50 parce que là, je vais devoir tenir une charge. Et c'est le même fichier, c'est le même descripteur de déploiement, juste on va venir prendre des fichiers de configuration différents. C'est bon pour ça, je ne vous ai pas encore tué. La théorie voudrait que GitOps ce ne soit pas seulement pour Cube. La pratique fait que quand même, il y a beaucoup de Cube. Mais on a d'autres outils qui sont capables de faire de l'infrastructure descriptive et donc de la réconciliation. Ansible et Terraform pour ne pas les nommer. Et eux aussi ont leur propre agent opérateur. Ansible avec un outil qui s'appelle Ansible Tower qui est capable de scruter des répertoires Git et d'appliquer des configurations si elles changent à des environnements cibles. Donc on est dans le même mode de fonctionnement. Et Terraform avec Atlantis ou Terraform Cloud, là aussi avec un outil externe qui vient scruter ce qui se passe sur Git et qui va le répercuter sur la vraie vie. Et toujours dans le monde des conteneurs, on a le concurrent de Cube, qui est Nomad, qui est un orchestrateur plus léger, qui est poussé par HashiCorp, qui lui aussi a son opérateur, qui est un autre outil HashiCorp qui s'appelle Waypoint, et qui permet là aussi de faire de la réconciliation. Du coup, c'est la belle vie, c'est génial, on fait du GitOps. Et en fait, non. Les premières itérations vont vous paraître longues, difficiles, semées d'embûches, parce que, en fait, ça va remettre fondamentalement en cause un certain nombre de choses, que ce soit dans vos gestions de vos répertoires Git, que ce soit dans vos gestions de la collaboration entre les équipes, que ce soit dans la définition des différents scénarios. Ça va vous obliger à maîtriser un workflow. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est un workflow? Est-ce que c'est plusieurs workflows? Est-ce que c'est une seule norme pour tout le monde? En gros, toutes vos habitudes vont être bousculées assez fort, puisque on va avoir non seulement des workflows pour le code applicatif, mais pour à peu près tout ce qui va transiter comme changement dans votre infrastructure. Il va falloir maîtriser les environnements, c'est-à-dire est-ce que je déploie automatiquement mon staging? Est-ce que je déploie automatiquement des environnements éphémères à chaque PR? Si je fais ça, combien d'environnements éphémères je peux mettre sur ma plateforme? Est-ce que je laisse une PR qui vit 10 jours sans la merger? Bonne question. On va avoir des pratiques DevOps qui vont se retrouver
pas forcément nécessaire, mais un peu au cœur du réacteur, avec finalement, qui des devs ou des ops a le droit d'écrire un manifeste de déploiement kube. Un cloud native dev, en principe, il sait ce que c'est qu'un manifeste de déploiement. Est-ce que le manifeste de déploiement, c'est de la responsabilité des devs? Est-ce que c'est de la responsabilité des ops? Est-ce que c'est de la responsabilité des QA? Bref, tout ça, ça va mettre un peu le bazar dans l'organisation, puisqu'il va y avoir un peu des changements. Et puis, la responsabilité, elle est partagée. Quand la prod, elle tombe, là, ça va être plus difficile d'avoir un git blame pour savoir qui est vraiment le coupable dans l'histoire. Mais comme on est sur un seul ou une succession de repositories Git, ça risque d'être un poil compliqué de dire en fait, c'est pas mon problème, moi je pars en week-end. Merci pour votre attention. On a un peu de temps, je pense, pour des questions et je pense que vous en aurez encore plus pour Alexis. Ce QR code, c'est un open feedback. Donc, une de nos valeurs, c'est l'amélioration continue. Donc, si vous avez envie de me faire des feedbacks sur cette présentation, je les prendrai avec beaucoup de plaisir. Merci.